réagir les uns les autres. Et Luc, si à la fois, si peut-être tu as et retrouvé ta voix et aussi avec le point de vue outre-Atlantique sur cette question de la médiation, parce qu'effectivement on voit bien que et merci Laurent de l'avoir amené, parce qu'on voit bien aussi qu'avec le tissu, et notamment les tissus de PME et de TPE qui sont ton tissu à toi, comment les choses évoluent et maturent ou mûrissent, Luc, avec notamment l'utilisation de ce type de moyens qu'est la médiation, aussi bien dans grande entreprise ou autre, et dans ce que tu as amené, toi, à la fois à diagnostiquer et à regarder. Merci à tout un sujet. Puis je vous propose que tous les trois autres, on rebondisse, et puis après qu'on prenne les questions absolument là-dessus. Il y a plein de questions intéressantes, mais voilà. Alors Luc d'abord, comme ça permet de regarder les questions. Alors, la médiation aussi, c'est relativement nouveau chez nous. Donc, ça fait bien souvent partie des interventions en gestion des conflits. Alors, on dit les conflits font partie de la vie comme telle. Donc, le postulat à la base des conflits, c'est que les conflits sont inévitables. Et que la façon dont un conflit est réglé sert de point de départ au prochain. À moins qu'on puisse régler un problème par consensus où tout le monde s'entend sur le problème, ça va toujours revenir. Et les parties qui n'auront pas été, dans le conflit, qui n'auront pas été réglées à la satisfaction de tout le monde, vont revenir un peu plus tard. Donc, en espérant qu'il n'y aura pas d'escalade à ce moment-là. Alors, mais effectivement, les conflits sont vus surtout lorsqu'il y a des différends entre les parties. Alors, c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître de ça. Mais on parlait tout à l'heure, la culture toxique, c'est quand ça fait longtemps que dans un milieu de travail, les problèmes persistent. Et comme je disais tout à l'heure, s'ils persistent, c'est qu'il y a une raison à ça. Parce que soit on a essayé de les régler, ça ne se réglait pas. Et il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas changer une personne qui ne veut pas changer. Donc, absolument pas. L'être humain peut changer de comportement. Oui, on peut l'amener à changer de comportement et changer sa personnalité. Il faudrait demander ça aux cliniciens. Vous allez voir qu'ils vont vous dire que c'est extrêmement difficile. Donc, on peut amener quelqu'un à travailler correctement, mais en sachant qu'à un moment donné, les vieilles façons de faire risquent de revenir, surtout s'il y a des périodes de tension. Donc, c'est ce qu'on remarque les soirs. Là. Donc, mais effectivement, il y a donc, on traite ça au niveau de la gestion des conflits. On voit là, pardon, je te coupe là, j'en profite pour prendre une ou deux questions qui vont justement dans ce sens-là. Je vois là une question posée par Gaël et qui dit le manager toxique, est-ce que c'est vraiment une personnalité, est-il vraiment une personnalité à part entière ou plutôt une personnalité lambda qui dans un contexte dégradé se met en place des mécanismes qui peuvent être des mécanismes de défense toxique. Alors qui veut, je vous lis les questions et puis vous me direz qui a envie de prendre et de réponse. Nathalie Farouja qui nous dit l'importance de renforcer les bases et les bases des collectifs, de salariés par divers moyens pour leur donner ou leur faire trouver des solutions. Quelqu'un d'autre qui nous dit que dans de nombreux conflits, on rencontre ce type de personnes par réaction à des systèmes dégradés. Donc c'est toujours la question d'incidence de la Pouliloff, mais entre l'organisation et la personne. Autre question aussi, est-ce qu'on ne coupe pas un peu vite les têtes qui dépassent sans aller chercher les vraies causes des dysfonctionnements? Et voilà, oui, il y aura un replay, donc ça effectivement je ne l'ai pas dit, il y aura un replay et compte rendu, donc évoquer les solutions, voilà. Et puis une question directement intéressée sur quelqu'un que dira mon avocat qui prétend que n'ayant pas de preuve du harcèlement subi et je ne fais pas de témoignage écrit, il ne souhaite pas utiliser cet argument dans la demande de rupture conventionnelle. Je précise que ma harceleur a été déplacé 4 fois au sein de ma structure pour des faits similaires.
Et puis alors voilà, là une question qui est presque une question métaphysique, en tout cas fondamentalement humaine, c'est à partir de quand une émotion est-elle un problème individuel et devient-elle une alerte de dysfonctionnement et autres. Donc là, exactement, vous avez 4 heures pour répondre et encore vous ne sortirez pas de la cave à ce moment-là. Et les DRH ne font pas partie du paysage dans cette conférence, mais c'est pas gentil de dire ça. On peut pas, 51. Et Luc, je suis d'accord, il faut aider les victimes à se faire respecter. Ça, c'est bien vrai. Voilà, alors qui veut enchaîner ou bien prendre la parole parmi aussi nos participants et nos... Juste voilà, sur la voilà. Alors, attends, bouge pas, il faut que je me transbaille le micro et tu retires pas trop dessus. Oui, juste pour la rupture conventionnelle, effectivement, si c'est dans un contexte de harcèlement, elle peut être remise en cause, puis ce sera perçu comme un vice du consentement. On dit quelqu'un qui est harcelé moralement, par exemple, et à qui on ferait signe une rupture conventionnelle, cette personne pourrait remettre en cause la rupture conventionnelle en invoquant un vice du consentement. Ce qui fait que la compatibilité entre une rupture conventionnelle, au moins officiellement, entre une rupture conventionnelle et harcèlement, normalement ça ne peut pas marcher avec. D'accord. Juste vous dire ça. Oui, ouais. Et je reviens là-dessus, c'est vrai que de temps en temps, dans un certain nombre de nos discussions, je trouvais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément, qui ne sont pas simples, entre négociation, médiation, assainissement, si on peut dire, de conflits, les choses sont pas simples. Vous voulez dire quelque chose, Jacques? Non, rien. Tant que j'y suis, juste pour... Chez les juristes, on parle de harcèlement caractérisé. Qu'est-ce que veut dire harcèlement? C'est un harcèlement qui rentre dans la définition du code du travail et du code pénal. Il y a des définitions, d'ailleurs ce sont pratiquement les seuls risques psychosociaux qui sont définis de façon précise. Le harcèlement moral, l'agissement répété qui a pour objet ou pour effet de détériorer les conditions de travail. Là, le harcèlement va être caractérisé, mais caractérisé, ça rentre plein pot dans la définition du code du travail et du code pénal. Pareil pour le harcèlement sexuel. C'est pour ça que pour les juristes, le harcèlement, nous on fait pas mal d'enquêtes internes par exemple, très fréquemment on conclut que le harcèlement n'est pas caractérisé. Ça veut dire qu'il ne rentre pas dans la définition du code du travail et du code pénal. Voilà. Peut-être si tu pouvais reprendre, Michel, un certain nombre de choses là-dessus, parce que je trouve que la force de l'investigation pour permettre, encore une fois, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire objectiver les choses, et ce qui se passe à chaud se passe aussi en général. C'est-à-dire qu'on est à plein dans l'émotionnel, alors que tout ça, il faut quand même rationaliser les choses, essayer d'objectiver. On fait beaucoup d'enquêtes internes, voilà. On sous-traite entre guillemets certains employeurs qui ne sont pas à l'aise. Bon, sur 10 enquêtes, il y en a au moins 6 ou 7 dans lesquelles on conclut qu'il n'y a pas de harcèlement caractérisé. Et c'est ce que disait Jérôme, très fréquemment, il y a autre chose. Il y a des problèmes d'incompatibilité de caractère, ou des problèmes souvent sous-jacents, ça a été évoqué tout à l'heure, mais il n'est pas si fréquent que le harcèlement soit caractérisé, au sens juridique du terme. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de problème, il ne faut pas les régler sous l'angle harcèlement-sanction, il faut le régler en termes de management, qu'il y a des problèmes derrière, mais ça, c'est les managers qui doivent s'en emparer. Jérôme, attends. Ouais, moi, là, il y a un truc sur le terrain judiciaire, je fais attention parce qu'il y a un avocat à côté de moi, mais il y a quand même un truc qui a changé profondément la donne il y a quelques mois. C'est la possibilité de fournir comme preuve des enregistrements obtenus de façon illicite. Ça a profondément changé la chose. Alors, que les gens enregistrent systématiquement les entretiens, moi je suis assez épaté, ça fait 20 ans que je représente le personnel, je ne suis plus du tout de la jeune génération, je suis assez épaté de voir systématiquement les jeunes que j'accompagne qui me disent « j'ai enregistré l'entretien ». J'ai enregistré l'entretien. Je peux te faire un compte rendu, j'ai enregistré l'entretien. Les jeunes enregistrent systématiquement maintenant les entretiens. C'est devenu une espèce de norme, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient. Et ce truc de pouvoir produire des enregistrements obtenus illégalement et à moyen de preuve qui peut être reconnu, alors avec beaucoup de warning, oui. Le juge fait attention de bien vérifier que c'est bien le seul moyen, mais là je fais attention. Je vais tout vous dire à ça de moi, mais voilà. Mais c'est quelque chose qui va profondément changer la donne je pense dans les années à venir. C'est qu'aujourd'hui, on va avoir de plus en plus, on va de toute façon de plus en plus vers le terrain judiciaire. Alors pourquoi je vais dire rapidement quelque chose, c'est que de plus en plus, alors là je rejoins Dr. X, c'est que c'est dans les grosses entreprises, on offre de plus en plus aux salariés, dans les offres du CSE, des solutions juridiques, des soutiens juridiques. Donc les gens ont pris de plus en plus l'habitude d'aller sur un terrain juridique pour tout.
Voilà, pour une cafetière qui ne marche pas. C'est une posture un peu... Moi, je trouve qu'il y a une grosse évolution. Que moi, je suis arrivé, il n'y avait pas de solution juridique dans la boîte, il y en a une aujourd'hui. Hein. J'en ai une par mon syndicat, j'en ai une par mon truc, et systématiquement, les gens font appel aux solutions juridiques. Ça, c'est le changement un petit peu de paradigme. Pendant que j'ai la parole, je la garde, parce que je sais que Anne-Marie la reprend. Non, je rigole. Non, sur la médiation, juste sur la médiation, puisqu'on m'a demandé, on m'a pas demandé mon avis, je le donne. Je trouve que c'est quelque chose de hyper important. Moi, je ne suis pas médiateur. Et d'ailleurs, j'ai été tenté à un moment de faire une formation de médiateur. Mon entourage très proche m'a dit « T'es sûr, Jérôme, toi ?» Pas certain. C'est un métier. C'est un métier médiateur et je pense qu'on en a besoin. Parce que je prends une image toujours la même. Hein, vous savez, quand je regarde un tableau et que je lis après un commentaire ou que j'écoute un commentaire sur un tableau, il y a des trucs que je n'avais pas vus dans le tableau. Et bien c'est pareil avec un médiateur. C'est que le médiateur va vous poser une question et nous-mêmes déjà on voit en tant que représentant du personnel, on va écouter la personne pendant 35 minutes et à un moment on va lui poser une question et là elle va s'arrêter net, elle va pas comprendre et elle va complètement changer de posture parce qu'elle n'avait pas vu un truc en fait. Et souvent je pense que la médiation, ne serait-ce qu'elle va avoir un regard extérieur qui vous pose un diagnostic, qui n'a pas vécu la situation, qui regarde à froid, qui veut votre situation où vous êtes à chaud, c'est quelque chose d'essentiel. Moi, je crois énormément à la médiation et l'aide à la médiation. Laurent, c'est une réaction pour toi, globalement là maintenant, puis après Michel aussi, mais à la fois sur la tendance, je dirais, d'un côté, la pense judiciaire ou juridique des jeunes générations, est-ce que tu vois ça aussi sur ces terrains-là? Et puis, un peu réaction à cette force de la médiation, et ce potentiel de la médiation dont parlait aussi pour te mettre sur un piédestal. Jérôme, Laurent. Mais merci. Alors, sur le terrain juridique, oui, aujourd'hui, c'est la compétence est disponible dans nos machins. Voilà, on a aussi pas mal d'éléments qui sont accessibles en ligne aujourd'hui pour avant la source du droit, et bien on allait la chercher chez les experts ou les représentants du personnel. Aujourd'hui, il y a des solutions qui sont beaucoup plus embarquées. Donc la société se judiciarise, on disait, on passe un peu pour des vieux schnupps, on va se judiciariser comme les États-Unis. Bon, on n'en est pas encore à intenter des procès pour gagner de l'argent, mais néanmoins, on sait quand même un petit peu mieux se défendre ou instrumentaliser, maximiser ses chances d'être beaucoup effectivement la question de l'enregistrement, des preuves, de tout ça, ça joue énormément. Et les jeunes générations, peut-être même les moins jeunes, utilisent avec plus ou moins d'adresse cette captation factuelle, de rendre preuve, de tracer, etc. Finalement, c'est simplement une sorte de décalcomanie de ce qui se passe dans l'organisation de notre monde. On le retrouve dans nos affaires, nos affects personnels, on trace, on enregistre, on sait rendre compte, etc. Donc oui, ce sont des éléments beaucoup plus lourds. Je vais intervenir en jeu devant ma main parce qu'il y a une question cachée, mais elle peut y poser en direct, mais elle peut intéresser tout le monde, qui est posée sur le rendez-vous de liaison. Alors c'est un truc nouveau, une disposition de la loi de 2021. Moi je dis toujours, c'est le rendez-vous de liaison. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un peu un espace démilitarisé sur lequel l'employeur et le salarié peuvent convenir d'un rendez-vous qui ne fait pas l'objet d'un rendez-vous de reprise, ni de pré-reprise, et qui peut, à la demande des uns et des autres, et si les parties sont d'accord, convier le service de prévention de santé au travail. Alors c'est intéressant, c'est le service, c'est pas forcément le médecin. Si c'est une affaire, j'ai du mal à reprendre le boulot parce que j'ai une problématique physiologique, c'est peut-être pas du luxe que les ergonomes puissent être là pour conseiller, faire les premiers points avec la personne qui prépare la pré-reprise. Donc ça c'est vachement bien parce qu'on est dans l'anticipation et c'est des 30 jours d'arrêt. Dans les cas où les 30 jours d'arrêt sont liés à un arrêt de travail psychosocial, stress, réactionnel, traumatique, etc., il ne faut jamais se priver d'utiliser tous les outils qui sont à notre disposition. Et le rendez-vous de liaison, il ne coûte rien, il est assez bien utilisé pour répondre à la question de notre participant. Je trouve qu'il va bien, mais je trouve qu'il va plus vite que la promotion d'avis de pré-reprise. Je suis encore en arrêt de travail, je demande une reprise à mon médecin du travail pour préparer mon retour. Et là, c'est une disposition que l'employeur peut faire sans être taxé de harcèlement, d'enquiquiner les gens pendant l'arrêt de travail. Il propose de se voir. Et bien, j'ai été surpris, mais finalement, ça fonctionne très bien. Alors, ça peut être demandé par le médecin conseil, le médecin du travail, l'employeur ou le salarié, et on peut le faire dans avec en présence d'un représentant du service de santé au travail. Donc, c'est un truc qui fonctionne plutôt bien. Et dans les cadres un petit peu psychosociaux, je trouve que c'est un très bon endroit sur lequel on peut livrer de manière un
peu à droite, la question de la médiation. En tout cas, nous, ce qu'on voit dans notre dispositif, c'est un très très bon endroit, une bonne porte d'entrée, une bonne fenêtre pour dire tiens, allez, et si on faisait une médiation, est-ce que vous en seriez d'accord? Ça tombe bien. Il y a l'employeur, il y a le salarié, on n'essaye pas. Je sais pas, je veux bien, allez, on essaye, on a qu'à essayer, je m'en fous d'essayer. Et hop, on parle de trucs. Et en 8 cas sur 10, comme je disais, ça fonctionnait derrière. Donc, rendez-vous des zones, excellente fenêtre pour parler de médiation, pour la résorption de certains conflits. Bravo, merci. Michel, tu voulais dire quelque chose? Et puis après, Luc, moi j'aurais une question aussi pour toi, et ne serait-ce que presque pour toi perso. Parce que je vois depuis le temps qu'on se connaît, je sens surgir chez toi depuis relativement peu de temps, mais peut-être que c'est moi qui me trompe, le fait que tu es de plus en plus souvent appelé soit par des avocats, soit autrement pour compléter justement ou effectuer des investigations dans ce sens-là. Alors peut-être tu peux le dire devant là-dessus ou Michel après, ou comme ça vous répondrez. Lucas, toi si tu veux bien. Les questions de... Voilà, ces questions-là, tu me disais l'autre jour, voilà, j'étais appelé par plusieurs cabinets pour faire un dialogue là-dessus. Comment ça se passe, je veux dire, même pour toi personnellement ou pour tes homologues? Oui, effectivement, de plus en plus, les cabinets d'avocats vont demander en consultation des psychologues du travail. Dans les cas où... Dans un cas où, je dirais, il y a des poursuites contre des individus sur des comportements donc inacceptables, ou encore une autre entreprise où on nous demande d'intervenir pour voir si une entreprise peut aller voler du personnel chez d'autres entreprises et qu'est-ce que ça occasionne comme climat de travail. Ça, on retrouve ça. On parlait tout à l'heure du harcèlement moral et puis du harcèlement physique. Évidemment, ça laisse des traces. Le harcèlement moral ne laisse pas de traces. Il n'y a pas de limite à la torture psychologique. Et quand on intervient, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qui est vraiment le cas. Et il ne faut pas oublier que c'est beaucoup plus la perception de la réalité que la réalité elle-même qui influence les gens. Si pour eux, c'est important dans ce qu'ils communiquent, c'est important. Les effets sont les mêmes. Alors, il faut toujours essayer de voir effectivement le poids de ce qui est suggéré, de ce qui est décrié chez une personne, pour voir effectivement si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc, mais il ne faut pas oublier effectivement que si c'est important pour quelqu'un, c'est important. C'est son jugement qui va décider ça. Ok. Merci de ce côté-là. Je voudrais le retourner, pardon, là, de reprendre le micro, mais c'est surtout pour Michel. Justement sur la médiation, il faut savoir que les tribunaux, de plus en plus souvent, notamment en droit du travail, imposent une médiation. À Paris notamment, c'est l'endroit où je vis, presque systématiquement, dans énormément de dossiers de droit du travail, la juridiction impose la médiation. Confie à des médiateurs formés, beaucoup d'avocats doivent se former à la médiation, et ça marche très bien. Enfin, moi j'ai vécu plusieurs médiations, je suis pas médiateur, mais comme avocat d'une des parties, et j'ai été impressionné par le travail du médiateur, par sa bienveillance, et ça a complètement dégonflé le sujet. Et ceci dit, c'était pas culturellement. Les avocats sont habitués à se battre. Ça collait pas. Moi, j'ai mis des années à admettre que la médiation servait à quelque chose. Il a fallu que je l'expérimente pour me dire, mais bon Dieu, bien sûr, pourquoi ne l'ont-on pas fait auparavant? Donc, mais ça marche très bien avec la médiation, effectivement. Mais Jérôme l'a dit. Ne peut pas s'auto-désigner médiateur n'importe qui. À mon avis, il y a une vraie technique, c'est un savoir-faire, et quand c'est très bien fait, c'est extrêmement efficace. Et donc là, c'est vrai qu'on voit un peu évoluer les choses, parce qu'on a eu une image, je dirais, il y a quelques années, de médiation qui était, j'allais dire, assez processive. Oui.
et dans lequel on rentrait, j'allais dire, pour le coup, vous qui rentrez ici, perdez tout espoir. Enfin, il y avait un côté un peu process. C'est une temps perdu. Infernal, avec un tunnel là-dedans qui était juste là. Peut-être, voilà, on est en train d'arriver sur la fin. Alors d'abord, dans nos autres, voilà, le rendez-vous de liaison, c'est bien, donc ce que disait Laure de ce côté-là. Dans nos autres et nos participants, les deux Jean-Marie là, et Jean-Marie Peretti, puisqu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de RH. Alors comment il n'y a pas de RH? Il y a un RH essentiel. Ici, il est toujours là, Jean-Marie, parce que si je tape sur la table et qu'il n'est plus là, eh ben non, je ne le vois pas. Zut, pas de bol. Bon, et voilà. Et sinon, alors maintenant, puisqu'il est très exactement, Peretti, le voilà. Jean-Marie, ah, t'es surpris. Il est surpris, il était quasiment l'apéritif. T'es en Corse, hein. Jean-Marie, c'est à toi. Alors voilà, Oui. J'ai beaucoup apprécié ces échanges parce qu'on est vraiment au cœur d'un problème croissant dans les organisations. D'ailleurs, je prévois un prochain numéro de questions de management sur le management toxique en question parce que c'est un vrai sujet. Et il me semble que l'IA va certainement contribuer à accroître encore les situations de toxicité. Bravo Anne-Marie pour avoir réuni nos intervenants pour cette brillante rencontre. Merci, il est pas sympa effectivement de te tendre le micro comme ça, mais en tout cas, merci de ça et merci aussi du futur numéro de questions de management là-dessus. Moi je voudrais alors énergie des 10 secondes derrière, parce qu'en plus ça doit être court et l'essentiel de ce que vous avez à dire sur la partie. Ok, on a bien compris le management toxique, là maintenant il est en train de l'identifier de plus en plus et en même temps c'est pas simple, mais en sortir, quelles sont les pistes que vous retiendriez? Michel, toi d'abord. Moi je crois beaucoup à la formation et à l'information. Ouais. Les gens ne savent pas, enfin là j'en reviens au prisme juridique, hein, ne savent pas ce que c'est par exemple que le harcèlement moral. Hein. Et s'il y a des conditions extrêmement... Nous, souvent, on fait de la formation, on explique, voilà, la définition, voilà comment les juges voient cette définition, en prenant toute une série d'exemples, et les gens comprennent, en général, assez rapidement que le monde a changé. Hein. C'était un problème. Aller expliquer à des gens de 50 ans qui ont travaillé 30 ans d'une certaine manière, alors leur expliquer qu'il faut changer, c'est pas facile. C'est pas facile à expliquer et c'est pas facile à vivre le changement. Hein, je pars envoyer à France Télécom, mais on voit bien qu'il est très important de former les gens, de les informer, de leur expliquer, de donner des définitions, des exemples. On a cette situation-là pour le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, c'est encore pire. Hein. Je ne vous parle même pas du sexisme. Hein. Donc il y a de l'information à donner. Et les gens ne savent pas, ils croient savoir, mais ils ne savent pas. Parce que le monde a changé et le monde évolue. On ne vit pas dans un monde de bisounours, tout le monde il n'est pas beau, tout le monde il n'est pas gentil, on a le droit de s'engueuler dans une entreprise, hein, la dispute c'est quelque chose d'important, hein, et aujourd'hui on mélange tout. Donc il y a des bases à mon avis à connaître, ça facilite un tout petit peu, en tous les cas, la résolution de ces problèmes. C'est pas la recette miracle, mais ça participe en tous les cas à l'amélioration de la situation, je crois. Merci. Luc, de ton côté, alors une phrase et demie, hein, t'as pas le droit à plus. Ouais, ok. On parlait de médiation tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner qu'il y a une approche qui est couramment utilisée ici, c'est l'approche de dissonance cognitive, où on rencontre chacune des parties avant de les rencontrer ensemble, et on leur dit, maintenant vous allez écrire comment vous aimeriez travailler ensemble. Puis, toutes les doléances auxquelles vous avez pensé, oubliez ça. Lors de la rencontre, on va regarder ensemble comment vous aimeriez travailler. Et ils sont souvent beaucoup plus près de la réalité dans la façon de travailler que leurs doléances vont être... Donc, en plus, renversement d'état d'esprit, de la doléance, comment est-ce que vous aimeriez travailler. Laurent, si tu es toujours là, Monsieur Laurent. Oui, je suis toujours là. En deux mots, en fait, nos intervenants a dit prendre de la hauteur. En fait, c'est ne pas hésiter non plus à prendre le conseil. Alors le conseil, il est sur les institutions représentatives du personnel, sur le droit,
ou sur le service de santé au travail. Je rappelle que toujours notre métier, c'est d'être l'équidistance de conseil entre l'employeur et le salarié. Et aujourd'hui, toutes ces questions de management toxique, c'est bien des sujets, des acteurs, des agents, et pouvoir le mettre en discussion avec son médecin du travail et ses équipes, je pense que c'est là aussi, au cœur des territoires, on apporte une plus-value. Donc prendre de la hauteur et ne pas hésiter à demander conseil. Merci. Oui, ça rejoint un peu ce qu'a dit Laurent. Moi, c'est l'écoute le moins important. Je pense que on est dans des relations de plus en plus individuelles de travail, il y a de moins en moins de collectifs, et les gens cherchent des endroits où parler. Et aujourd'hui même, ce qui est inscrit dans le code, les entretiens professionnels, entretiens d'évaluation, etc., on a des managers aujourd'hui qui sont plus attentifs à remplir l'outil, à remplir les bonnes cases dans l'outil, à faire bien le formulaire, qu'à écouter véritablement les gens. Moi, c'est toujours ce que je dis. Quand j'ai commencé dans mon professionnel, l'entretien individuel se faisait face à face. Aujourd'hui, on est l'un à côté de l'autre avec l'évaluateur pour essayer de savoir ce que moi je dis rentre dans une case de l'outil ou pas, où est-ce qu'on va le mettre. Et donc les espaces d'écoute, et c'est souvent ce que nous disent les gens, c'est que les gens viennent nous voir, nous en tant que représentants de personnel, c'est le seul endroit où je peux parler et où on m'écoute, et je suis pas sans être jugé, etc. Et je pense que ça, c'est véritablement le nerf de la guerre. Je pense que tant qu'il y aura ce besoin-là, et tant surtout, moi c'est ce que je dis, nous on vit du succès de la perte de pouvoir des RH dans la boîte, mais c'est pas une victoire, c'est un échec. Il faut que les RH reprennent du pouvoir dans les entreprises. Ce que disait l'un de nos participants. Mais écoutez, il est 15, donc on arrive juste pour la conclusion. Alors moi, je n'aurai pas de parole de viatique, juste pour vous dire que grâce à Jean-Loup, on aura le replay et le compte-rendu que je vais quand même me taper mardi, voilà, mardi. Et puis rendez-vous pour vous tous. Et demain, vous donc laissez, enfin si vous voulez, laissez-nous vos adresses et autres. Donc demain, avec un panorama, donc à la fois Europe et international, des changements. Effectivement, on voit qu'il y a de très très grandes évolutions. Et donc ça aussi, vous aurez. Et à très bientôt pour la prochaine. Merci à vous tous. C'était un espace d'écoute sur lequel vous avez écouté très sagement. Et on vous remercie à tous pour tout ça. Merci à nos Jean-Marie, merci à vous tous. Et nous, on a eu bien frais. Merci Anne-Marie. Et nous, on a eu bien frais. On était bien frais, on a bien la repartir. Merci à vous tous. Bye. Bonne soirée. Merci Laurent et merci Luc.